Oui, donc on va faire la fin du TD sur la faillite bancaire. Et du coup, on reprend là où on en était. On avait vu que ça pouvait se gérer dans la version la plus simple comme de la gestion de portefeuille de type Markowitz. Ça avait une certaine spécificité, que ça créait des rendements et des risques qui pouvaient être très grands, infinis. On avait vu qu'en partant d'un portefeuille quelconque, on pouvait arriver à trouver le portefeuille. Donc quand je dis portefeuille, c'est le bilan bancaire efficient correspondant. On avait vu qu'on pouvait trouver le portefeuille de risque minimal. Et puis, on s'était posé la question, si on a un objectif de risque, l'objectif de risque classique en finance, ce n'est pas un objectif sur l'écart type ou la variance, c'est plutôt ce qu'on appelle le downside risk, c'est-à-dire quantifier la partie gauche de la distribution. Et en fait, on veut souvent, 80% des gens, ce qu'ils veulent, c'est que la probabilité que le rendement soit supérieur à un rendement cible soit égal à au moins un pourcentage donné. Voilà comment, en général, quelqu'un indique son niveau de risque. Il ne dit jamais quelle est son aversion alpha pour le risque, comme vous avez vu en cours. Il dit encore moins quel est l'écart type qui va commencer à l'énerver. La chose qu'il est capable de dire, c'est cette probabilité qui lui fait peur à partir d'un certain seuil de rendement. Et il peut dire, ben voilà, moi je veux bien tolérer tel niveau de risque. Alors on avait vu comment ça se traduisait. Ça se traduit par des portefeuilles qui sont en dessous d'une droite D. Et donc si on veut à la fois qu'ils soient en dessous de la droite et puis qu'ils soient de maximum de rendement, ben on va trouver un point de la frontière efficient. On avait vu que si on rajoute la contrainte de faillite, en fait on rajoute une deuxième droite. Et la deuxième droite, elle peut être plus ou moins pentue que la première droite. Et dans certains cas, ça va conduire à avoir un portefeuille, donc un bilan qui est moins rentable à cause du fait qu'on ne veut pas avoir une probabilité de faillite trop forte. Donc on voit qu'il y a un arbitrage entre les désirs des actionnaires, qui sont des rendements forts, et puis les contraintes réglementaires qui vont imposer que les banques ne fassent pas faillite. Et dans la réglementation de la solvabilité en cours, on verra que, en fait, de façon idéale, l'objectif de ceux qui ont fait les ratios de solvabilité ont été des objectifs de probabilité de faillite. En définissant, on ne veut pas que les banques fassent faillite plus d'une fois par siècle, par exemple. Bon, après, est-ce qu'on y arrive ou pas? Ça, c'est une deuxième question. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, on a vu un cas où on dit, ben voilà, on veut que le rendement soit supérieur à un certain montant. Il y a une autre façon d'avoir peur du risque. Il y a d'autres risques, par exemple, si vous dites, ah ben oui, mais l'inflation risque de reprendre, et à ce moment-là, ça vous fait une belle jambe que votre portefeuille, vous obtenez un rendement de 3% ou 5% si l'inflation repart brutalement à 20%. Alors donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est capable de suivre un indice? C'est ce qu'on appelle la gestion indicielle. Et finalement, 80% des acteurs, que ce soit pour les fonds de pension, que ce soit pour n'importe quel type de problème, ont le plus souvent envie ou besoin de suivre un indice. Typiquement, si vous investissez pour 30 ans, pour votre fonds de pension, parce que vous êtes jeune, vous avez 25 ans, quand vous aurez 70 ans, vous voulez être à la retraite, s'il y a une retraite à 70 ans, vous dites, avec l'argent que j'ai épargné, si aujourd'hui cet argent, je peux acheter 1 kilo de patates, j'aimerais bien que dans 35 ans, je sois toujours capable d'acheter au moins 1 kilo de patates. Et donc, si l'inflation, c'est le prix du kilo de patates, et ben à ce moment-là, vous dites, ben voilà, mon indice, c'est l'inflation. Alors, est-ce qu'on est capable de calculer quelque chose par rapport à ça? Alors, supposons qu'on veuille suivre l'inflation, donc c'est ce qu'on appelle la gestion indicielle, et donc on va vouloir suivre un benchmark, donc un rendement cible, un portefeuille cible. Et ce portefeuille cible, il peut exister ou être fictif. Donc, quelque part, qu'est-ce qui va nous intéresser dans ce cadre-là? C'est ce qu'on voit ici, ce n'est plus l'espérance du rendement des fonds propres, mais l'espérance de ce qu'on appelle
la tracking error, c'est-à-dire l'écart entre le rendement des fonds propres de votre bilan bancaire, ce que vous rapportent vos actions, vous avez investi dans la banque, moins ce rendement de l'inflation. Et ces deux variables sont aléatoires. Donc, ce qui vous intéresse, c'est cet excès de rendement sur le benchmark. Dans ce cas-là, le benchmark, c'est l'inflation. Mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et du coup, ce qui vous fait peur, par contre, c'est ce qu'on appelle l'écart type de la tracking error. Donc, la tracking error, que j'ai appelée TE, c'est cet écart entre le rendement des fonds propres et puis le rendement de votre cible, votre benchmark, votre portefeuille de benchmark que vous voulez suivre. Et du coup, l'écart type, ça va être votre notion de risque. Donc, en fait, on va pouvoir représenter de la même façon, dans un plan rendement-risque, sauf que le rendement, c'est l'excès de rendement par rapport au benchmark, et puis le risque, c'est l'écart type de la tracking error. On va pouvoir faire le même type de gestion. Et du coup, qu'est-ce qui va changer dans notre cas? Si je dis que je veux suivre l'inflation, ben, quelque part, mon benchmark, que j'ai appelé B ici, ben, c'est 0 en actions, 0 en immobilier, 0 en trésorerie, etc. et 1 en inflation. Je suis 100% en inflation. Mais je pourrais avoir un autre benchmark. Au lieu de suivre l'inflation, je peux avoir un actionnaire qui me dit, ben, moi, je veux suivre l'indice boursier parce que j'investis dans la banque, je veux faire mieux que la bourse. Et donc, à ce moment-là, au lieu de mettre 1 dans l'inflation, vous allez mettre 100% dans l'action pour suivre le cours des actions. Essayez de faire mieux. Ou vous pouvez avoir un indice composite. Je veux un peu des deux. Donc, vous allez pouvoir mettre 50% sur du benchmark pour suivre les actions et 50%, 0,5, 0,5 pour suivre l'inflation. Alors là, si vous allez avoir le même vecteur grand X, sauf qu'il va y avoir un 0, donc vous allez avoir au lieu de 5 données, vous en avez 6. La dernière, c'est le point d'inflation. Ben, effectivement, dans votre portefeuille, dans votre bilan bancaire, il n'y a pas l'inflation. L'actif inflation n'existe pas, donc vous avez 0 de cet actif. Mais si vous écrivez comme ça, avec les mêmes notations matricielles, ben, vous allez avoir l'espérance du rendement des fonds propres moins le rendement de l'inflation, donc rendement de votre portefeuille, donc ici le bilan, moins le rendement de votre benchmark qui est ici l'inflation, ben ça va être X moins B transposé fois R bar. Et puis, de la même façon, vous allez avoir l'écart type de la tracking error qui est égal à, du coup, cette fois-ci, c'est X moins B transposé. Donc là, ça va être X moins B transposé, V, X moins B. Avec V, la matrice de variance-covariance, en ayant ajouté une colonne pour l'inflation. Et donc, vous allez avoir 6 valeurs. L'actif 1, 2, 3, 4 dans notre cas, les obligations et puis l'inflation. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que ça va changer, ce type de gestion? Dans les calculs, ça ne va pas changer grand-chose. Donc là, je vous ai mis ce que ça change pour l'indiciel. Donc, dans notre cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté l'inflation dans la matrice de variance-covariance pour avoir les variances-covariance de l'inflation avec tout le reste. Donc, ma matrice de variance-covariance et une matrice 6-6 maintenant. Qu'est-ce qui change? Là, j'ai toujours ce qui est variable, c'est action immobilier trésorerie. Et puis, ici, je vais avoir de la même façon, j'ai rajouté l'inflation et je vais calculer X de la même façon. Alors, C, ça va être mon benchmark que j'ai appelé B dans mon petit texte là, que je fais, puis sur mon Excel, j'ai appelé C. C'est juste pour vous perturber. Et du coup, dans le vecteur C, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, ce qu'on a dit. Et donc, X moins C, voilà le vecteur X moins C. Et du coup, là, j'ai calculé les transposés de X moins C, puis la transposée du vecteur R. Et du coup, je suis capable de calculer l'espérance de cet excès de rendement, c'est-à-dire espérance de rendement des fonds propres moins rendement de l'inflation. Et je le calcule comment? C'est le produit matriciel de X fois la transposée du vecteur des rendements. Et donc, là, j'ai bien, en moyenne, j'aurai 26% de plus
de rendement que l'inflation. Mon inflation, le rendement moyen de l'inflation, c'est 6,27%. Et puis là, dans mon cas, je vais avoir un portefeuille qui est composé de 8% d'actions. Là, j'ai pris 8% d'actions, 19% d'immobilier, de trésorerie. Bon, je peux partir de du départ qu'on avait pris la dernière fois. On était parti de 10, 10, 30%. Et dans ce cas-là, voilà, je fais 13, mon portefeuille, mon rendement des fonds propres est 13,5% au-dessus du rendement de l'inflation qui est de 8,627. Donc, ça fait en gros que j'ai un rendement des fonds propres de 20%. Et la variance de ma tracking erreur, donc je calcule la variance et je calcule l'écart type. Donc là, j'ai un écart type qui vaut 35%. Ça veut dire que 95% de l'écart entre le rendement des fonds propres et le rendement du benchmark va être compris entre 83% et puis 56,2%. Moins 56%. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de probabilités que ça passe en dessous de l'inflation. Puisqu'à chaque fois que je serai en dessous de zéro, je serai en dessous de l'inflation. Donc, en moyenne, je suis 13% au-dessus de l'inflation, mais j'ai pas mal de cas où je suis nettement négatif. Et ça, c'est matérialisé par l'écart type. L'écart type de ma tracking erreur. Il y a une erreur là, c'est l'écart type de la tracking erreur. Donc, l'écart type de la tracking erreur, qui est l'écart entre le rendement de mes fonds propres et le rendement de l'inflation. Voilà. Donc, de la même façon, je peux me poser la question, je ne veux pas être trop souvent en dessous de l'inflation. Donc, par exemple, je veux être à 97,5% de chance au-dessus de l'inflation. Alors, est-ce que je peux faire mieux que ce portefeuille-là? Et donc, si j'écris ça mathématiquement, c'est la même chose qu'on a vu dans la première partie du TD. Hein. Et donc, du coup, il faut que je calcule M plus sigma U alpha. Et du coup, actuellement, j'ai un M plus sigma U alpha négatif. Alors maintenant, ce que je veux, c'est maximiser l'espérance de l'excès de rendement avec comme contrainte que M plus sigma U alpha égale 0. Donc, allons-y. Je veux maximiser l'espérance, OK. Cellule variable semble bien celle-là. Et la contrainte, C30 égale 0, OK. Je résous et je trouve ce portefeuille. Donc, je trouve effectivement le portefeuille qui me donne une espérance d'excès de rendement de 26%. Voilà. Donc, voilà en gros des billes pour résoudre le TD. Alors, ce n'est pas les mêmes questions que dans le TD, hein, ce n'est pas la même chose que vous allez chercher, mais c'est les outils qui vous permettront de calculer en gestion indicielle et puis en gestion type Markowitz classique. Alors, on pourrait faire pareil et puis essayer de minimiser, de voir le portefeuille qui minimise cette fois-ci l'écart type de la tracking erreur. Donc, si je veux minimiser l'écart type de la tracking erreur, je veux la minimiser, j'ai plus de contraintes. Et résoudre, à ce moment-là, vous voyez, je perds énormément de rendement d'un bilan bancaire où j'avais un rendement des fonds propres de 28%, je suis passé à 14%. Donc, l'excès de rendement est plus que de 14%. Mais, par contre, dans ce cas-là, vous voyez que j'ai très peu d'écart type de la tracking erreur et ça veut dire que quelque part, à 95% de chance, mon écart de rendement entre les fonds propres et puis l'inflation sera entre 10 et 18%.
Ça veut dire que j'ai très peu de chances de passer en dessous de l'inflation. Puis je pourrais le quantifier si je voulais le quantifier. Donc voilà. Donc vous avez toutes les billes pour maintenant pouvoir résoudre par vous-même ce TD1 sur à la fois, qui mélange à la fois les objectifs d'optimisation vus par les actionnaires et les contraintes réglementaires sur la faillite bancaire. Voilà. Bon, ben bon TD et au prochain TD.